La nuit est tombée sur le Kremlin à Moscou. La porte du bureau impérial du tsar s'ouvre et un homme est introduit devant sa majesté. Cet homme, un officier d'élite, se nomme Michel Strogoff. Jure-moi que rien ne pourra te faire avouer ni qui tu es, ni où tu vas, demanda le tsar. Je le jure, répondit Michel Strogoff. Michel Strogoff, reprit alors le tsar, en remettant un pli au jeune officier. Prends donc cette lettre, de laquelle dépend le salut de toute la Sibérie et peut-être la vie du grand-duc mon frère. Cette lettre du tsar a pour but de prévenir le grand-duc de la trahison d'Ivan Ogarev, un ancien officier de l'armée impériale russe qui est en train d'envahir les provinces sibériennes de la Russie avec des hordes de Tartares. Michel Strogoff a indéniablement toutes les qualités requises pour remplir cette périlleuse mission. Élevé par ses parents au milieu des steppes sauvages sibériennes, une région qu'il connaît donc parfaitement, il va devoir parcourir seul et dans le plus grand secret 5523 km dans une immense région ravagée par la guerre. En prenant le train, sous un faux nom et comme un honnête marchand que ses affaires amènent à voyager, afin de passer inaperçu, Michel Strogoff va pouvoir profiter durant un peu plus de 400 km des moyens de transport modernes, prémices de ce qui deviendra plus tard le fameux transsibérien. Alors que tous les passagers discutent et débattent sur l'actualité militaire en Sibérie, notre héros ne peut s'empêcher de songer à ce qui lui est le plus cher au monde. Sa mère, la vieille Marfa, qui habite Omsk, une ville qu'il doit précisément traverser durant son parcours en Sibérie. Mais Michel Strogoff a fait la promesse formelle au tsar, ô combien difficile, de ne pas aller la voir, afin de ne pas risquer d'être démasqué par d'éventuels comparses du traître Ivan Ogarev. Lors d'un arrêt dans une gare, une charmante jeune fille s'installe en face de lui. Il ne peut s'empêcher de considérer attentivement sa nouvelle voisine, dont le seul bagage n'est qu'un modeste sac de voyage. Malgré la guerre qui commence à ravager la Sibérie, cette jeune fille du nom de Nadia doit elle aussi aller à Irkoutsk afin de rejoindre son père. Progressivement, plusieurs circonstances prouvent à Michel Strogoff que cette jeune fille est courageuse et dotée d'une énergique nature. Au terminus du train, à Nijni Novgorod, les nouvelles en provenance du théâtre militaire sont catastrophiques. Michel Strogoff prend la décision d'aider la jeune fille en la protégeant pour tout le reste du voyage, sans bien entendu révéler son identité et sa véritable mission. D'ailleurs, se dit-il, je puis avoir besoin d'elle plus qu'elle n'aurait besoin de moi. Sa présence peut ne pas m'être inutile et servirait à déjouer tout soupçon à mon égard. Si cette jeune fille m'accompagne, je serai bien mieux aux yeux de tous le simple bourgeois en déplacement. Il leur faut désormais continuer le voyage ensemble à bord d'un bateau en se faisant passer pour frères et sœurs et descendre ainsi le fleuve Volga jusqu'à la ville de Perm. Mais alors que la nuit est tombée et que le navire continue sa navigation sous la poussée de ses chaudières, Michel Strogoff se décide à faire une promenade sur le pont du navire en essayant d'éviter les multiples dormeurs allongés un peu partout. Soudain, dans le noir de la nuit, il entend une conversation entre deux tziganes. On dit qu'un courrier est parti de Moscou pour Irkoutsk. On le dit, répondit une autre voix. Mais où ce courrier arrivera trop tard, ou il n'arrivera pas. Michel Strogoff tressaillit involontairement à cette réponse qui le visait si directement. Il essaya de reconnaître ceux qui venaient de parler, mais l'ombre était alors trop épaisse et il n'y put réussir. Avec une vive appréhension, il se demande « Qui donc sait mon départ ? Et qui donc a intérêt à le savoir ?» Arrivé à Perm,
Il s'agit désormais pour Michail Strogoff et Nadia de passer de l'Europe à l'Asie en traversant les montagnes de l'Oural avec une voiture à cheval. Pour le courrier du tsar, c'est une véritable course contre la montre et il est impératif d'arriver à Irkoutsk avant l'armée des Tartares. Orage d'une violence terrifiante, bataille contre un ours et autres péripéties égrènent le passage de ces monts Oural. À bride abattue et appâté par les pourboires généreux de Michail Strogoff, le conducteur de la voiture fonce maintenant à travers les plaines de la Sibérie. Mais alors que leur voiture traverse une rivière, nos deux héros sont attaqués par une bande armée tartare. Nadia est enlevée et Michail Strogoff échoue et évanoui sur le bord de la rivière. Sauvé par un vieil homme, il lui faut désormais continuer seul et à pied vers Omsk. Le passage par Omsk lui est indispensable pour tenter de récupérer un moyen de locomotion. Mais alors qu'il se restaure dans une auberge, un cri le fit tressaillir. Un cri qui le pénétra jusqu'au fond de l'âme. Et ces deux mots furent pour ainsi dire jetés à son oreille. « Mon fils !» Sa mère, la vieille Marfa, était devant lui, toute tremblante. Elle lui tendait les bras. Michail Strogoff se leva, il allait s'élancer. La pensée du devoir, le danger sérieux qu'il y avait pour sa mère et pour lui dans cette regrettable rencontre l'arrêtèrent soudain. Et tel fut son empire sur lui-même que pas un muscle de sa figure ne remua. 20 personnes étaient réunies dans la salle commune. Parmi elles, il y avait peut-être des espions. Michail Strogoff ne bougea pas. « Michel !» s'écria sa mère. « Qui êtes-vous, ma brave dame ?» demanda Michail Strogoff, balbutiant ces mots plutôt qu'il ne les prononça. « Qui je suis ? Tu le demandes, mon enfant. Est-ce que tu ne reconnais plus ta mère ?» « Vous vous trompez, » répondit froidement Michail Strogoff. Michail Strogoff aurait donné sa vie pour pouvoir serrer librement sa mère dans ses bras. Mais s'il cédait, c'en était fait de lui, d'elle, de sa mission, de son serment. Brusquement, il quitta la salle commune, pendant que ces mots retentissaient une dernière fois. « Mon fils ! Mon fils !» Michail Strogoff file sur un cheval vers l'est. Et ce déplorable hasard qu'il avait mis en présence de sa mère avait trahi son incognito. Ivan Ogarev ne pouvait plus ignorer que le courrier du tsar venait de passer à Omsk, se dirigeant sur Irkoutsk. Les dépêches que portait ce courrier devaient avoir une importance extrême. Michail Strogoff savait donc que l'on ferait tout pour s'emparer de lui. Ce sont désormais des régions dévastées par la guerre que Michail Strogoff traverse à toute allure. Le danger devient de plus en plus présent et notre héros est pris en chasse par un groupe de Tartares. Il finit lui-même par être capturé, mais il réussit néanmoins à garder son incognito. Ivan Ogarev, qui se doute que le courrier du tsar est l'un des nombreux prisonniers en son pouvoir, imagine alors une stratégie diabolique pour démasquer Michail Strogoff. Le traître donne l'ordre de torturer la vieille Marfa devant le groupe de prisonniers. Marfa Strogoff, saisi par 2 soldats, fut jeté à genoux sur le sol. Sa robe, déchirée, montra son dos à nu. Un sabre fut posé devant sa poitrine à quelques pouces seulement. « Va !» dit Ivan Ogarev à l'un de ses hommes. Le fouet siffla dans l'air, mais avant qu'il eût frappé, une main puissante l'avait arraché à la main du Tartare. Michail Strogoff était là. Il avait bondi devant cette horrible scène. Devant sa mère, qui allait être frappée, il n'avait pu se maîtriser. Ivan Ogarev avait gagné. Michail Strogoff, maintenant les mains liées, est en face du trône de l'émir tatar. « Regarde de tous tes yeux, regarde !» dit alors le terrible Tartare en tendant sa main menaçante. « Tu es venu pour voir, espion des Russes, tu as vu pour la dernière fois.
Dans un instant, tes yeux seront à jamais fermés à la lumière. Ce n'était pas de mort, mais de cécité qu'allait être frappé Michel Strogoff. Perte de la vue, plus terrible peut-être que la perte de la vie. Le malheureux était condamné à être aveuglé en posant sur ses yeux la lame brûlante d'un sabre. La lame incandescente passa devant les yeux de Michel Strogoff. Un cri de désespoir retentit. La vieille Marfa tomba inanimée sur le sol. Michel Strogoff était aveugle. Tout semble désormais perdu. Les Tartares l'abandonnent à son sort. C'est alors que Nadia parut. « Viens, frère, dit Nadia. Mes yeux seront tes yeux désormais. Et c'est moi qui te conduirai à Irkoutsk. » Dans des conditions terribles, elle arrivera à lui faire traverser les plaines sibériennes à pied ou encore en profitant de l'hospitalité d'un voyageur avec sa carriole. Le courrier du tsar pourra-t-il malgré tout remplir sa mission auprès du grand-duc ? Je vous laisse bien entendu découvrir la fin haletante de cette extraordinaire aventure et je ne vous révélerai pas comment, dans un dernier combat, Michel Strogoff pourra tuer son adversaire, le terrible Ivan Ogarev. Je ne peux cependant résister au plaisir de vous annoncer qu'un mariage entre Nadia et Michel Strogoff sera célébré à la fin de cette aventure. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de vous présenter les différents personnages rencontrés au cours de ce périple à travers l'Empire russe. En particulier, 2 journalistes, dont la présence tout au long de l'aventure, depuis le Kremlin jusqu'à Irkoutsk, est d'une grande importance, puisqu'ils nous informent, bien souvent non sans humour, du théâtre des opérations au milieu duquel Michel Strogoff se débat tout au long de sa mission. Roman spectaculaire, ce chef-d'œuvre de Jules Verne aura un succès considérable dans son adaptation